Un bruit dans les murs. Un soir, Zach entend de drôles de bruits alors qu'il est seul dans le gymnase de l'école. Qu'est-ce qui gratte comme ça dans les murs? Des araignées géantes? Le fantôme d'un ouvrier emmuré vivant lors de la construction de l'école? Et si la réalité était encore plus effrayante? Baie des Corbeaux. Lorsqu'ils sont débarqués à la maison de campagne que la mère de Théo avait louée pour les vacances, Nicolas et son cousin ignoraient tout du lourd passé de Baie des Corbeaux. Ils ne savaient rien du peintre damné, rien des sorcières rouges qui le haïssaient. S'ils avaient été mieux informés, les deux garçons n'auraient sûrement pas forcé l'ouverture de la trappe permettant d'accéder au grenier. Ils ne se seraient jamais approchés des horribles toiles qui étaient accrochées. Hélas, ils ne savaient pas. Salut Sonia! Allô Julie! Ça va? Oui! Et c'est le fun d'être ici dans les locaux de la Courtéchaine. Tu sais, Très heureuse de te parler de ton dernier Baie des Corbeaux que j'ai adoré et qui est un grand gagnant dans toute ma famille. All right! Eh bien, écoute, moi j'ai vraiment aimé aussi ton bruit dans les murs, parce que c'est une de mes hantises, là, entre autres, mais aussi ça m'a ramené en arrière et ça m'a fait comprendre encore une fois pourquoi j'aime tellement lire les livres pour enfants et pour les jeunes. Parfait. Mais est-ce que tu veux me raconter un peu d'où est venue ton inspiration pour ce roman-là? Pour Baie des Corbeaux? Oui. Écoute, c'est vraiment une hantise que j'ai depuis toujours. Quand je me promène dans les musées, mais tu sais, pas les musées d'art moderne, là, les musées plus anciens et tout ça, et quand je me promène devant les tableaux, surtout les tableaux comme de Rembrandt, qui sont très sombres, très mystérieux, ouais. Je m'arrête devant. Et premièrement, quand je passe, j'ai l'impression que les personnages qui sont sur le tableau me suivent du regard. Ah oui? Alors, hein? Oui, ça, j'ai cette hantise-là. Et quand je reste devant puis que je les regarde, j'ai comme peur que tout à coup, je vois comme une main qui serait en arrière du tableau, comme si quelqu'un essayait de sortir du tableau. Non, est-ce que tu sens inquiet avec tous les romans autour? Ben, regarde le tien avec le personnage qui me regarde, là. Je pourrais passer devant et puis j'aurais l'impression qu'il me suit du regard. Et toi, d'où ça vient? Le point de départ. Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, ça vient d'abord d'une de mes phobies personnelles. Donc, je suis vraiment partie de quelque chose qui me terrorise au plus haut point, mais c'est aussi inspiré de faits réels. Donc, ça vient, c'est quelque chose qui s'est passé réellement dans une école au Québec assez récemment. Je ne veux pas en dire plus, mais disons seulement que j'espère que ça n'arrivera jamais dans l'école de mes enfants. Oh là là! On peut imaginer un tas de trucs, là. On peut imaginer beaucoup de choses. Oui. On sait dans quel état sont les écoles, hein, alors... Exact. Donc, c'est parti de là? Oui, exactement. Puis, à partir de là, je me suis imaginé inventer là, toute une histoire qui gravite autour de ça, puis qui déboule un petit peu rapidement, puis qui nous emmène à un endroit qu'on n'avait peut-être pas prévu au départ. Donc, dans une école. Mais ça commence dans une école, exactement. Okay. Un bruit dans les murs. J'étais grimpé sur l'escabeau pour déposer les dossards sur la tablette du haut quand un bruit a retenu mon attention. Sur le coup, j'ai cru que notre enseignante d'éducation physique était revenue de son appel téléphonique. « Madame Leclerc? » Aucune réponse. Bon, j'avais sans doute mal entendu. Je suis redescendu pour séparer les bâtons droitiers des gauchers. Mes gestes étaient un peu plus lents. Je surveillais le moindre son comme si je voulais m'assurer que j'étais bien seul. Cette fois, je ne rêvais pas. Il y avait un bruit, un gratouillement discret, si discret qu'un murmure aurait pu le masquer. Scritch, scritch. J'ai regardé dans toutes les directions en quête d'une explication. Ah, il y avait un néon au-dessus de ma tête. Un grésillement électrique, peut-être? J'ai dressé l'oreille, curieux comme un pitbull aux aguets. Scritch, scritch. Mon ventre s'est contracté. Le bruit ne venait pas du plafond, il venait du mur, juste à côté de moi, et il était de plus en plus fort. J'ai essayé de me raisonner, de garder mon sang-froid. L'école Saint-Joseph avait presque 100 ans. Normal qu'elle craque un peu. Tap, 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 tap. Un nouveau son. Tap, 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 tap. Plus saccadé cette fois. On aurait dit qu'il était en mouvement. Un mouvement très rapide. Il y avait une présence dans la pièce. J'en étais certain. Mais je ne voyais toujours rien autour de moi. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande respiration.
Tout cela était bien étrange, assurément, mais ce n'était pas dangereux. Après tout, je me trouvais dans un lieu sécuritaire avec des adultes juste à côté. Pas le genre de décor qui inspire un film d'horreur. Baie des Corbeaux. Écoute, répondit Théo en se déplaçant afin de trouver l'origine du bruit. Cette nuit, ça cognait, là, ça gratte. Tiens, ça vient de là. Il venait de s'arrêter devant un tableau accroché au mur. Signé d'un K comme tous les autres, celui-ci représentait une porte. Juste ça, une porte, rouge. Un rouge peut-être autrefois vif, mais au ton à présent délavé. « Ah, c'est un peu moins dégueu que ce qu'il y a sur les autres toiles, » commenta Nicolas. « Ah, mais t'as raison. Je l'entends aussi, le grattement. Il y a peut-être un nid de souris derrière, dans le mur. Pas bête, voyons voir. » Théo décrocha la toile et « Aïe !» cria-t-il en la laissant tomber. Il s'était entaillé la main gauche sur un clou bizarrement placé qui pointait derrière la peinture, assez sérieusement pour tacher l'œuvre de son sang. Nicolas grimaça en voyant la blessure. « C'est pas beau, hein? Faut s'occuper de ça tout de suite. » Ils redescendirent sans toutefois remarquer que le sang de Théo pénétrait dans le tableau abandonné sur le plancher, ni que le rouge fané de la porte semblait soudain plus brillant. Quand j'ai lu ton livre, ce qui m'a vraiment fait plaisir et en même temps, je me suis dit « Oh wow, on va bien s'entendre ». Il y a vraiment un point commun dans chacune de nos histoires. Toi, c'est le titre, mais dans mon livre aussi, il y a quelque chose. Il y a des bruits qu'on entend et qui sortent des murs. Oui, la trame auditive est vraiment présente. Hein? Toutes les deux, on a vraiment travaillé l'ambiance sonore, qu'est-ce que les personnages entendent. Puis je pense que ça contribue beaucoup à une ambiance mystérieuse puis inquiétante. Mais c'est toujours intéressant. Je trouve que c'est plus intéressant de travailler là-dedans dans les atmosphères. Oui. Tu sais, quand les adultes ont dit une atmosphère gothique, là, on entend des grincements de murs, de planchers, tout ça, des atmosphères comme des ça. Craquements des craquements. Ouais, on ne sait pas trop d'où ça provient non plus. Ouais. Toi aussi, dans ton livre, on entend justement des bruits dans les murs. Est-ce que où tu as eu ton idée? Est-ce que ça t'est déjà arrivé sans trop en dire quelque chose dans ces eaux-là? Pas le même genre de bruit qu'il y a, mais vraiment, moi j'ai une petite maison jaune à la campagne dans laquelle je m'enterre de temps en temps pour aller écrire et j'ai un petit bureau et j'écrivais. Et tout à coup, vraiment là, j'entendais comme un bruit de mastication qui sortait du mur. Je te mens pas, là, j'entendais comme du frigo. Non. Ouais, un de mes fils en train de dire, c'est ça. Non, j'étais dans mon bureau et j'entendais vraiment là comme un. Non. Et là, je me suis dit, mon premier réflexe a été, coudonc, je lis trop d'horreur ou j'écris trop d'horreur et puis je suis en train de devenir folle là. Mais j'ai appelé mon fils qui était dans le coin. J'ai dit, écoute, est-ce que tu entends un bruit qui sort du mur? Ça m'a rassurée, il m'a dit oui, mais on ne savait pas plus qu'est-ce que c'était. Et là, on appelle son père, mon chum, et on lui dit, hey, il y a un bruit qui sort du mur. Lui, il est très cartésien, il est là, c'est une souris. Bang, il tape dans le mur en se disant, on va l'entendre partir. Rien du tout. La mastication continuée. Imperturbable! Fait que là, il dit, attends, il y avait une infestation de fourmis charpentières en Estrie cet été-là. Alors, il dit, ça doit être ça. Je vais faire un trou dans le mur, puis je l'attends, là, tu sais, ça te saute en pleine face ou je sais pas. Fait qu'il a fait un trou dans le mur. Écoute, je te mens pas, le mur est jaune et d'un seul coup, là, tout est devenu noir. Il y avait des milliers de souris, non, de fourmis qui sont sorties de là. Et au milieu, et ça, là, j'ai encore cette image dégueulasse dans la tête, il y avait comme, ça ressemblait à un tout petit cerveau. C'était un paquet de larves qui étaient là. Mais, alors ça, c'est mon inspiration. Je pense que tu comprends pourquoi. Qui faisaient comme des petites C'était les fourmis. Parce que c'est des fourmis charpentières, donc elles mangent le bois. Fait que là, elles étaient là. Le bois. On les a dérangés en plein lunch. Mais en fait, ça, c'est la partie anecdotique. Après, c'est devenu un drame parce qu'il y avait d'autres nids dans la maison et tout, là. Mais l'idée de départ, ce bruit dans le mur, puis cette espèce de sentiment, c'est tout
automatiquement, je me suis, moi, remise en question. Je suis-tu en train de devenir folle? Ouais, d'où ça vient? Est-ce que je suis seule? Un bruit de mastication. C'est vraiment étrange. Puis de ton côté, à toi? Moi aussi, c'est drôle. Quand j'étais dans le processus d'écriture de ce roman-là, Du bruit dans les murs, par le plus mystérieux des hasards, sur mon lieu de travail, moi, je suis journaliste, en plus d'être auteure, et je suis très matinale. Je me lève vraiment très, très tôt. Je suis la première à rentrer au bureau. Souvent, il fait très noir selon la saison de l'année. Il n'y a personne encore qui sont dans les bureaux, donc je m'installe à mon petit bureau, puis je commence à écrire mes articles. Et pendant quelques jours, il y avait un bruit que j'entendais autour de moi alors que je suis de mastication? Non, pas de mastication, mais tout aussi étrange. C'était plus comme un bruit de cliquetis qui se déplace très, très rapidement. Donc, j'arrêtais de taper sur mon clavier pour voir si c'était juste moi qui tapais plus fort que d'habitude. Mais en réalité, c'était vraiment un bruit qui semblait tourner, se déplacer très rapidement autour de moi. Puis même quand j'arrêtais pour écouter d'où ça venait, j'étais pas capable de situer d'où ça venait, puis qu'est-ce qui se passait. Puis ça a pris plusieurs jours avant que je me rende compte, parce que, bon, quand tu es seule dans le noir, dans un grand bureau vide, c'est sûr que c'est toujours inquiétant d'entendre des bruits quand tu te crois seule. Ben oui. Mais ça venait effectivement des murs. C'était vraiment un bruit en mouvement dans les murs pour qu'on se rende compte qu'il y avait une infestation de vermine dans les murs. Oh non! Oui, donc jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais des petits cadeaux sur mon bureau parfois quand j'allais travailler. Et le point culminant était une plus effrontée que les autres, qui a carrément décidé qu'on était maintenant amis, étant donné que je travaillais proche d'elle tous les matins et qui a carrément passé sous mon bureau, proche de mes pieds, un matin. Donc, j'étais vraiment plongée dans cette ambiance-là de bruit mystérieux pendant l'écriture du livre. Donc, mais c'était des souris? C'était des petits... C'était des souris qui avaient vraiment infesté les murs. Tout ça est réglé maintenant. Je suis rassurée tout le monde. On travaille en sécurité maintenant. En entrant, j'ai été happé par une odeur désagréable, comme celle d'un dépotoir sous le soleil. J'ai enfoui mon nez dans mon coude. J'ai actionné l'interrupteur sur le mur. Une ampoule nue, suspendue au plafond, a éclairé faiblement la pièce. Elle était couverte de poussière et de fils d'araignée. J'ai refermé la porte derrière moi pour plus de discrétion. C'était sans doute la salle des fournaises. Elle était plus profonde que je l'imaginais, environ la largeur de ma chambre. De gros tuyaux de métal descendaient du plafond. Un cylindre rouillé de 2 fois ma taille émettait un grondement constant. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai scruté tous les recoins sombres. Sur le sol en béton, j'ai remarqué des miettes noires, grosses comme des grains de riz brûlés. Elles étaient éparpillées un peu partout, par tas de 4 ou 5. Étaient-ce les restants de biscuits volés par Marcel? J'étais en train de prendre ces indices en photo quand un grand bang a éclaté dans un recoin de la pièce. J'ai crié et, sur le coup de la surprise, j'ai perdu pied. Je me suis cogné le coude sur une vieille étagère de bois adossée au mur. J'ai laissé échapper un mauvais mot, puis je me suis tourné vers le meuble. J'éclairais le fond des tablettes avec ma lampe de poche en espérant y voir la fameuse plaque souvenir. Aucune plaque. Aucune preuve que Marcel existait ailleurs que dans les histoires de Justine. Les étagères débordaient de produits munis de symboles d'explosion et de têtes de mort. Des nettoyants ou des poisons? Dans le bas du meuble se trouvaient des objets encore plus étranges, des cages vides empilées en vitesse. Il y en avait 3 ou 4 de la grosseur de boîtes à souliers. Ma montre a sonné. Le temps était écoulé. Je devais remonter maintenant si je ne voulais pas être en retard. Désappointé par ma maigre récolte, j'ai arrêté le chrono et agrippé la poignée de la porte, mais un frémissement a freiné mon geste. C'était discret, presque inaudible. J'ai regardé vers le fond de la pièce, où je ne détectais pourtant rien de louche. Hésitant, j'ai reculé d'un pas. Puis j'ai encore entendu ce frémissement près du gros cylindre. Oh, tant pis pour la cloche. Je devais savoir ce qui causait ce bruit. Je pourrais toujours inventer une excuse pour mon retard. J'ai avancé vers le mur, comme hypnotisé. Plus je m'approchais, plus l'odeur empirait. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je me suis penché pour voir ce qui se cachait derrière le gros cylindre. Un animal recroquevillé dans une cage dont la porte était munie d'étranges mécanismes. Pelage brun sale, moustache crochue, longue queue mince et pointue. Ce n'était pas une souris, c'était un rat. Il gémissait. Les os de sa cage thoracique se dessinaient à chaque respiration. Des spasmes secouaient ses pattes. Le rongeur semblait mal en point. Avait-il été attiré dans le piège avec un appât empoisonné?
J'ai entendu la cloche sonner au rez-de-chaussée, mais je l'ai ignorée. Je me suis accroupi pour éclairer le visage de la bête. Quand la lumière s'est posée sur ses paupières, le rat s'est redressé d'un bond comme si je venais de lui verser une chaudière d'acide sur le corps. Il a braqué sur moi ses yeux rouges injectés de sang. Il m'a menacé de ses incisives oranges et acérées. Mais le pire, c'était ce cri horrible. Un couinement entre la détresse et l'avertissement. Je me suis reculé d'un pas, comme pour lui signifier que je ne lui voulais aucun mal. Il a crié encore plus fort et replié ses pattes arrière, prêt à me sauter à la gorge. Il fonçait dans les parois de sa cage, encore et encore. Il voulait sortir, il voulait attaquer. Terrorisé, je me suis enfui à toutes jambes. Julie, est-ce que tu aimes les romans d'horreur, les histoires d'horreur et tout ça? C'est ton premier roman d'horreur, je pense, que tu as écrit, moi aussi. Mais toi, c'est quelque chose que tu aimes? Ben oui, c'est un style que j'aime beaucoup, mais j'ai une relation un peu amour-haine avec le style de l'horreur parce que même étant plus jeune, j'étais pas Capitaine Courage. Moi, j'étais très peureuse, j'avais peur de tout, j'avais peur des rats. Même écouter Casse-Noisette, pour moi, c'était c'était un défi. C'était pas facile, j'étais très, très peureuse. Mais d'un autre côté, ça m'attirait énormément. J'aimais la collection Frisson, moi, grande fan. J'ai grandi avec cette collection-là. La robe de bal, ça m'a hantée jusqu'à mon jour de bal, réellement, j'y pensais encore. Donc, c'est un style qui me marque. J'aimais les histoires de fantômes à la télévision. Mais j'avais très peur de ça. Donc, je me tenais à distance, j'y allais au compte-gouttes, j'essayais d'apprivoiser un peu. Puis encore aujourd'hui, les livres qui m'habitent le plus, c'est souvent ceux qui ont des ambiances très, très lourdes, très, très mystérieuses. Donc, c'est pas tant dans la grosse évocation d'images très choquantes, surprenantes. On n'est pas dans nécessairement l'armée de zombies ou les loups-garous ou les vampires sanglants, mais vraiment dans l'atmosphère. C'est surtout là, moi, où ça joue beaucoup, ouais. Puis toi, est-ce que c'est un style qui te plaît beaucoup? Je crois que oui, hein? Oui, moi, je suis vraiment comme une très grande fan de Stephen King. J'en regarde beaucoup, mais en même temps, je sais pas, ça me permet de m'échapper, de m'évader, tu sais, j'aime pas les romans d'horreur qui, par exemple, avec des tueurs en série et des choses comme ça. Il faut qu'on décolle du quotidien. Et c'est ça que j'aime de Stephen King, c'est qu'il démarre avec quelque chose de très quotidien, de très anecdotique, et tout à coup, la réalité... il l'écarte complètement. Oui, ça dérape. Et c'est un peu ce que j'ai mis dans BD Corbeau aussi. On est dans une situation très ordinaire et tout à coup, on prend une voie de garage. Mais tu vois, et j'aime plus encore les romans d'horreur que les films ou les séries, même si j'aime ça et j'en consomme beaucoup, parce que tu vois, quand j'étais jeune, il y a ce film L'Exorciste qui est sorti, et là tout le monde en parlait, puis c'était terrible, et puis les gens sortaient pendant le film, ils avaient peur, et puis ils passaient 2 semaines sans dormir et tout. Moi, j'ai pas eu peur quand j'ai vu le film parce que j'avais lu le livre. Et le livre est autrement plus terrifiant que le film parce que, et là j'en reviens à Stephen King, comme il l'a dit, ce qu'on imagine est toujours pire que ce qu'on voit. C'est vrai, hein? Tout ce que tu avais déjà vu dans ta tête, ce que tu avais évoqué, bien, c'est un peu ça. Moi aussi, je trouve ça. Tout ce que je m'imaginais est encore pire que de le voir pour vrai. Puis même, je pense, quand j'étais jeune, c'était un peu la même chose. Juste de savoir que le film Chucky existait, ça me suffisait amplement pour être terrorisée, puis rester réveillée. Je pense que l'évocation, l'ambiance que le lecteur voit dans sa tête, même si c'est pas toujours nommé au premier niveau directement, je pense que ça fait encore plus peur. Puis c'est un peu ça qu'on crée dans nos romans, dans le fond. Tu disais que c'est notre première expérience de créer comme une ascension, puis de toujours ajouter une couche sur le mystère, mais de le construire peu à peu tout au long. C'est quand même intéressant aussi qu'on sente bien la peur qui est le moteur du personnage, puis qui le pousse à se dépasser, puis à trouver le courage de se réaliser, puisque... C'est ça. Parce qu'à travers les histoires d'horreur, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est pas d'imaginer des gens qui vont se faire poignarder et tout ça, c'est de développer et c'est ça que les histoires d'horreur permettent, développer des personnages, développer des relations d'amitié, développer la famille qui nous a... un reflet de la société, un reflet de plein de choses du quotidien, mais qui s'en vont complètement ailleurs. Si on prend dans nos livres, il y a des histoires d'amitié, dans nos 2
roman, il y a des histoires d'amitié aussi. Ces jeunes qu'on met en scène sont débrouillards. Il y a plein de choses qu'on raconte, que ce soit aux jeunes, aux parents, aux profs, aux adultes. À travers des histoires d'horreur, on peut parler un peu de tout et c'est pour ça que c'est si riche. On peut revenir même aux contes de fées et tout ça. Le petit chaperon rouge, hein, ça donne des leçons, tout à fait. Mais c'est une histoire d'horreur. Toc, 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 3 coups secs. Aucun doute n'était maintenant possible. Cela venait de la porte rouge qui gisait sur le sol. Théo fut à peine conscient que ses jambes le portaient jusqu'au tableau. Étrangement, la porte rouge semblait avoir gagné en épaisseur. L'effet était à ce point réaliste que les coups, qui se répétaient inlassablement, furieusement, donnaient l'impression d'être portés par quelqu'un se trouvant à l'intérieur de la toile, derrière la porte. Quelqu'un qui se mit bientôt à pousser sur le canevas avec ses mains. Puis, sous le regard stupéfié de Théo, la poignée de la porte rouge se mit à tourner. Quelqu'un essayait de sortir du tableau. Hypnotisé par ce qu'il voyait, le garçon tendit sa main blessée vers la boule cuivrée. Aussitôt qu'elle s'y posa, Théo sentit la poignée de la porte rouge se matérialiser dans sa paume. Il perçut les mouvements de la poignée, à droite, à gauche. D'instinct, il tenta de la lâcher. Impossible. C'était comme si sa peau avait fusionné avec le métal, parce que c'était vraiment ce qu'il tenait à présent, une poignée de cuivre. Une poignée de cuivre qui suçait son sang et qui tournait. Une fois la rotation complétée, la porte rouge se rabattit vers l'intérieur. Théo put alors reprendre le contrôle de sa main. Il aurait dû s'enfuir. Il ne le fit pas. Une immensité ténébreuse d'un noir quasi liquide s'étalait à l'intérieur de la toile de l'autre côté de la porte ouverte. Une masse stagnante qui, au moment où Théo tendit le cou pour l'examiner, fut parcourue d'un spasme. Instinctivement, Théo recula d'un pas, un petit pas. Il ne voulait pas perdre le phénomène de vue, c'était trop incroyable. Le brouillard s'étirait à présent en de longues traînées telles des doigts longs et fins. L'un d'eux sortit, oui, sortit, du tableau et s'enroula autour du garçon. Ce n'était pas froid, c'était plutôt moite et tiède. Ça pulsait comme si un cœur, quelque part, l'alimentait en énergie, en vie. Théo n'avait pas peur, il était envoûté. Quand l'écharpe de brume l'attira doucement vers le tableau, il ne résista pas, il suivit le mouvement. C'est alors qu'il aperçut une silhouette très loin à l'intérieur de la toile, si loin que, pour être certain qu'elle n'était pas une illusion, il avança son visage jusqu'à effleurer le tableau, qui n'en était plus un, mais qui était devenu une porte ouverte sur un ailleurs. Brusquement, la chose fut là, tellement proche que le garçon aurait pu sentir le souffle de sa respiration, si elle avait respiré, sauf qu'elle ne respirait pas, parce qu'elle n'avait pas de nez, pas de bouche, pas d'yeux non plus, rien. Son visage semblait avoir été effacé. Une douleur fulgurante explosa dans la paume de Théo. D'autres filaments brumeux émergèrent du tableau et vinrent se greffer à sa main blessée. Ils aspiraient le sang du garçon. Ils donnaient de la couleur et de la vie à la chose. Maintenant paralysé de terreur, glacé d'effroi malgré le feu qui lui brûlait les poumons, Théo sentit sa main se fondre dans celle de l'entité dont le visage se mit à se préciser. Bientôt, le garçon se retrouva face à lui-même, un lui-même malfaisant, aux yeux comme du charbon, au sourire dément. Autour de lui, le grenier s'effaça, noir complet, épais, liquide. Une porte, la porte claqua. Aveugle, Théo leva les bras, chercha l'endroit où aurait dû se trouver la cordelette permettant d'allumer. Rien. Il tendit les bras vers l'avant et se dirigea en direction du mur. Rien. Il se mit à aller de droite à gauche, fouillant le vide frénétiquement. Rien, rien, nulle part. Il comprit alors. Il avait pris la place de la chose derrière la porte rouge. Il était devenu la chose. Et la chose était devenue lui. Tu disais que la peur a bien un peu le moteur, puis que ça permet d'aborder plein de sujets proches des jeunes, puis de partir du quotidien après pour aller encore plus loin. Puis j'ai remarqué que, bon, dans nos deux romans, c'est des personnages, c'est des jeunes qui prennent action, qui sont au front, qui essaient de tirer les choses au clair, voir un peu qu'est-ce qui se passe.
j'ai trouvé ça intéressant que ce soit eux qui soient au premier plan, peu importe ce qui se passe dans les attitudes de leur entourage, tout ça. Est-ce que ça avait été intimidant pour toi de te lancer dans une première aventure comme ça dans le monde de l'horreur? Est-ce que tu as eu des défis particuliers vu que c'était comme un premier essai? Oui, c'est ça. Étant donné que je suis tellement une fan de ce genre-là, tu sais, je me dis... Quand c'est Carole Tremblay à la courte échelle qui m'a lancé le défi, et sur le coup, j'ai dit, mais comment ça se fait que je n'en ai pas écrit avant des romans d'horreur? On dirait que c'est un genre qui est tellement mythique pour moi que j'osais pas trop m'y aventurer. Ouais. Et en même temps, les romans que je lis sont beaucoup des romans pour adultes en horreur. Donc, mon défi, ça a été d'essayer d'élaguer, de faire une histoire qui se tienne, tu sais, pas en 500 pages, disons. Alors, ça a été vraiment un des défis. Et au point où, sur mon ordinateur, tu sais, quand tu as l'écran de veille, je m'étais mis une phrase qui tournait et qui disait « Fais peur, fais simple. Fais peur, fais simple. » Bon! J'aurais dû mettre ça moi aussi. Je prends note pour le prochain. Et toi, est-ce que tu as eu des défis particuliers? Parce que c'est ton premier roman aussi. Oui, c'est mon premier. Moi, j'étais un petit peu plus dans l'action, beaucoup de rebondissements, mais aussi beaucoup d'humour. Puis moi, c'est tout le temps un peu ma porte de sortie, l'humour, pour aborder des sujets plus délicats. Tu sais, c'est toujours ça, mon échappatoire. Puis là, par mécanisme automatique, j'allais vers ça. J'avais aussi pour réflexe d'en ajouter beaucoup dans les dialogues, de mettre ça à certains points, sauf que ça contribuait pas du tout à une ambiance épeurante ou terrifiante. Puis ça cassait toujours l'ambiance que j'essayais de créer. Okay. Donc, moi aussi, Carole a eu beaucoup de travail à faire avec moi pour me retourner ça, puis d'essayer de vraiment toujours maintenir le fil de l'ambiance qui fait peur, donc pas matière à rire. OK, c'est ça. Donc toi, ta phrase, ça serait « fais peur, fais pas rire ». C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça, c'est pas mal. Écoute, quand j'ai lu ton livre, il y a quelque chose, j'étais vraiment, vraiment jalouse. J'aime l'histoire, mais j'ai adoré la mise en page aussi. Tu as travaillé avec Geneviève Biguet. Oui, qui rend ça un peu bande dessinée, mais aussi toute la mise en page avec des pages qui deviennent noires quand tes personnages sont dans le noir. Panne de courant, oui. Donc, c'est vraiment... je pense que ça fait presque partie de l'histoire à part entière. C'est pas du tout une simple illustration de qu'est-ce qui est en train d'arriver au personnage, mais ça l'ajoute un niveau encore plus loin à cette ambiance-là qui a été créée. C'est vraiment une enquête. Tout le long, les personnages essaient de résoudre qu'est-ce qui se passe. On est dans le mystère. Encore plus que dans l'horreur, mais vraiment dans l'enquête. Puis les illustrations, comme tu l'as dit, ça fait un peu bande dessinée, parfois très par case. Puis non, c'est vraiment un très, très bon travail. Là, je pense que ça contribue au mystère. Puis ça se termine avec un jeu. Je ne veux pas en dire trop pour pas divulgacher l'histoire, mais ça se termine avec un jeu qui est vraiment, vraiment super chouette. Oui, exactement, qui nous donne envie de retourner voir au début, puis de porter attention à des choses qu'on n'avait peut-être pas vues la première fois. Exactement. Donc, redécouvrir. Toi aussi, tu as une histoire un peu particulière avec les illustrations de ton roman. De BD Corbeau. Magnifique. Oui, mais c'est mon fils, Jared, Jared Carnas, qui a illustré le roman. C'est un illustrateur, c'est ça qu'il fait dans la vie. Il est illustrateur et il fait du dessin animé. Alors, il est toujours en train de dessiner. Et lui, comme moi, disons que il a vu des films et des dessins, et un tas de trucs. Des influences communes. Ouais, c'est ça. Alors peut-être qu'un peu trop jeune, il a vu certains films. Mais bon, il a développé un imaginaire et c'est ça qui est tellement agréable de travailler avec quelqu'un qui a le cerveau fait comme nous. Parce que j'avais juste il lisait le livre et il voyait la même chose que moi. Sauf que lui, il a le talent pour dessiner et moi pas. Alors... Est-ce que tu lui avais partagé un peu ton histoire en cours de route ou il l'a découvert à la fin? Il l'a découvert à la fin, oui. C'est... il l'a découvert. Puis bon, il a aimé ça et tout ça. Et puis, c'est des moments privilégiés, ça. Ça doit. Ouais. Donc, une expérience à reproduire. À reproduire. D'ailleurs,
Quand j'ai écrit BD Corbeau, dans ma tête, c'était comme une trilogie. Okay. Donc, il y a vraiment 2 autres tomes qui s'en viennent, si j'ai le temps de les écrire, à un moment donné. Et en ce moment, je suis en train de... Il y a un projet d'adaptation pour la télévision de BD Corbeau. C'est vrai? Je travaille là-dessus pour... en fait, c'est pour le web. C'est une série web que je suis en train d'écrire à partir du roman. Et après, il va falloir que j'écrive le tome 2 pour faire une deuxième série de télé. Pour que l'aventure se poursuive. Oui, toujours à BD Corbeau. Toujours à BD Corbeau, c'est vraiment dans la continuité. Et toi, j'espère qu'on va retrouver... Bon, là, ils ont résolu une intrigue, mais j'espère qu'on va les retrouver ailleurs. Bien, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ça mijote. Peut-être que les mêmes personnages pourraient se retrouver dans une situation un peu différente, mais tout aussi terrifiante. Mais c'est fun de reprendre les mêmes personnages. On dirait qu'on part avec une longueur d'avance, disons. Exactement. On peut reprendre le même univers puis l'enrichir, l'amener encore plus loin. Exactement. La prochaine fois. Oui.